Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Le refus de priorité piéton constitue une infraction? Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe
4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 euros. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 4. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, regarde cette petite animation. On est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer. Tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 6. Dans ce contexte, réponse A, je serre à gauche. Réponse B, je serre à droite. Réponse C, je roule au milieu. Alors regarde, dans cette situation, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit un scooter qui essaye de nous dépasser. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer le plus à droite possible pour le laisser passer. Alors certes, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, il n'a pas le droit de faire ça, mais on voit qu'il insiste, il est vraiment, il nous colle. D'autant plus que en France, on serre toujours à droite sur notre voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, comme le montre ce document que vous retrouverez dans l'information, la fatigue est bien responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 8. Le régulateur. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite, et notamment ici, le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein? Et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule. Donc, on se rabat dès que possible à droite. Je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 9. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, si tu vois bien, devant nous, on a un véhicule d'intérêt général en intervention. D'ailleurs, tu peux voir qu'il a mis les plots de sécurité. Dans ce cas-là, lorsqu'un véhicule d'intérêt général intervient sur une chaussée, la première chose à faire, c'est de ralentir. Également, si tu en as l'opportunité, c'est de changer de voie. Effectivement, si la voie n'est pas déjà occupée par un autre véhicule. Donc ici, je me place sur la voie de gauche, si cela est possible. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 10. Je suis dans un carrefour où le croisement s'effectue. Réponse A,
à l'indonésienne. Réponse B, par contournement. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a deux types de croisements possibles dans une intersection. Vous avez les croisements à l'indonésienne et les croisements par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque l'on se croise par l'avant. Les véhicules se font face. Le croisement par contournement, c'est lorsque le croisement s'effectue en contournant la voiture qui vient de face. Donc ici, je suis dans un carrefour à l'indonésienne, comme le montre le marquage au sol. Pour la deuxième question, est-ce que je suis prioritaire pour tourner à gauche? Eh bien, non. On est dans une intersection. Si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse viennent à ma droite. Je dois donc laisser la priorité à droite. Alors, pour cette question, vraiment, si tu as eu foi à cette question, et notamment sur la notion de croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement, c'est que clairement, il te manque des notions de base sans lesquelles tu ne pourras pas avoir ton code de la route. Donc, si tu as eu faux, je t'incite vivement à te former via notre plateforme pédagogique en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 11. À l'approche du péage, je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est évident. On approche à un péage, on va devoir se mettre à l'arrêt. Donc, j'appuie sur le frein pour désactiver le régulateur de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis sur autoroute. Je dépasse le poids lourd devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est une question qui va dépendre de la compréhension que vous avez de la question en elle-même. Et également de la réglementation du code de la route. Ici, la question nous dit qu'on est sur autoroute et elle nous dit de dépasser ou non le poids lourd devant moi. Alors, beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi on nous demande de dépasser le poids lourd devant nous? En plus, là, quand on regarde le tableau de bord, on roule à 71 km/h. Tout simplement parce que la vitesse maximale des poids lourds sur autoroute est de 90 km/h. Alors qu'ici, on est sur une autoroute où la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Donc en fait, là, je vais être obligé de dépasser le poids lourd parce que c'est un fait matériel. Je vais rouler à 130 km/h. Là, le poids lourd roule à 90, je vais automatiquement le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Après avoir protégé la zone accidentée, je dois en premier lieu, réponse A, appeler les secours, réponse B, secourir la victime, réponse C, faire un prédiagnostic.
Alors, vous devez savoir que si vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, vous devez respecter une certaine procédure. Alors, tout d'abord, il va falloir protéger, ensuite alerter et à la fin, secourir. Ces 3 choses, vous devez les faire dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle le PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, dans cette question, d'accord, on dit qu'on a déjà protégé la zone accidentée. Donc, la deuxième étape est d'alerter les secours. Mais attention, alerter les secours, ça ne veut pas dire tout de suite les appeler. Alerter les secours, dans un premier temps, ce sera tout d'abord de réaliser un prédiagnostic. Alors, c'est quoi faire un prédiagnostic? Il y a 2 choses à réaliser lorsqu'on fait un prédiagnostic. Tout d'abord, c'est d'avoir l'adresse exacte de l'accident. Si vous êtes en agglomération, le nom de la rue et le numéro de la rue. Si vous êtes sur route ou autoroute, vous pouvez tout simplement indiquer ce qu'il y a écrit sur soit la borne d'autoroute ou la borne de route, c'est-à-dire le numéro de l'autoroute et le point kilométrique, mais également le sens de circulation de l'autoroute. Par exemple, si vous êtes sur la A13, vers Versailles, bien indiqué que vous êtes sur la A13 en direction de Versailles. Donc ça, c'est la première étape du prédiagnostic. La deuxième étape, ce sera un état des lieux corporel de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, son état de conscience. Est-ce qu'elle est consciente ou non? Sa respiration. Est-ce qu'elle respire ou non? Est-ce qu'elle a un membre qui est visuellement cassé ou non? Si vous voyez une hémorragie externe ou non. Donc, voilà pour le prédiagnostic, c'est-à-dire la chose à faire avant d'appeler les secours. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 14. Dans cette situation, je klaxonne pour avertir de ma présence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, premièrement, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Mais ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de danger imminent, on est sur une agglomération de nuit éclairée, donc ici, tout le monde me voit, je n'ai pas besoin d'avertir de ma présence. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Je circule hors agglomération. Je peux dépasser ce cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je le dépasse, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse C, 1,50 m, réponse D, 1 mètre. Ici, on est dans une situation où, regardez le marquage au sol. On a une ligne blanche, d'accord, avec, dans notre voie, des lignes discontinues. Ça veut dire que le dépassement, il est autorisé. Mais il est autorisé pour des véhicules. Même pour des véhicules. Donc, s'il est autorisé pour des véhicules, c'est qu'il est aussi autorisé pour des vélos. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu de ligne blanche pointillée, et juste la ligne blanche, tu aurais eu le droit de dépasser le vélo. Donc ici, on peut dépasser le cycliste.
Si je le dépasse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser un intervalle de sécurité. Alors, lorsqu'on est hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 16. Je circule. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Réponse C, en feu de brouillard avant. Réponse D, en feu de brouillard arrière. Alors, déjà la première chose, ici, on est dans un temps de neige. Il faut savoir que par temps de neige, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Les feux de croisement, eux, on peut les utiliser par tout temps. Maintenant, la complexité, c'est de savoir si on peut utiliser ces feux de brouillard avant ou ces feux de brouillard arrière par temps de neige. Alors, pour ça, il y a un moyen mnémotechnique très simple qui est utilisé dans toutes les auto-écoles. C'est le moyen mnémotechnique du BN. Alors, c'est simple. Vous prenez un BN qui symbolisera une voiture. Donc, dans la voiture, à l'avant, il y a les parents. Les parents, eux, ce sont des adultes. Ils vont à la BNP. Ils vont à la banque, la BNP. Donc, brouillard, neige et pluie. Donc, vous pouvez utiliser vos feux de brouillard à l'avant lorsque il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie. Les enfants, eux, sont à l'arrière. Et qu'est-ce que font les enfants? Ils mangent des BN, brouillard et neige. Donc, vous pouvez utiliser vos feux de brouillard arrière partant de brouillard et de neige. C'est facile. Les parents sont à l'avant et vont à la BNP, brouillard, neige, pluie. Les enfants sont à l'arrière, mangent des BN, brouillard et neige. Donc on peut utiliser ces feux de brouillard avant et arrière lorsqu'il neige ou qu'il y a du brouillard. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, n'oublie pas les documents obligatoires à bord d'un véhicule. Alors, c'est quoi? C'est tout d'abord ton permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, communément, et la preuve du contrôle technique. Alors, beaucoup de personnes me parlent de l'assurance. Alors, est-ce que l'assurance est obligatoire? Bien sûr qu'elle est obligatoire.
C'est la loi et le code des assurances. Par contre, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve d'assurance dans son véhicule. Hein? Les forces de l'ordre ont désormais un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés, dans lequel ils peuvent vérifier avec votre carte grise si vous êtes assuré ou non. C'est pareil pour le contrôle technique. Est-ce que le contrôle technique est obligatoire? Bien sûr qu'il est obligatoire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de fournir le contrôle technique lors d'un contrôle. Hein, il faut seulement avoir une preuve du contrôle technique. Donc ici, est-ce que tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule? La réponse est non. C'est la réponse B. Question numéro 18. Cette conduite est A. Dangereuse, B. Autorisée, C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 19. Je vais bientôt rencontrer un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme le montre la signalisation, on a un panneau de danger qui nous informe d'un passage piéton. Donc oui, effectivement, on va rencontrer un passage piéton. Mais, encore une fois, cette signalisation est beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air. Pourquoi? Parce qu'on a un panneau au-dessus de l'autre. Vous voyez, on a le panneau de danger qui nous informe d'un carrefour à sens giratoire qui est au-dessus du panneau de passage piéton. Qu'est-ce que cela signifie? Comme le panneau du passage piéton est en dessous du panneau giratoire, cela signifie que le passage piéton sera au niveau du sens giratoire. C'est ce qu'on appelle l'ordre de préséance des panneaux. Aussi, est-ce que je peux dépasser ce piéton? Oui, bien sûr, on peut dépasser un usager vulnérable, même s'il y a une ligne blanche, à une seule condition. Alors rappelez-vous, cette condition c'est quoi? C'est de chevaucher la ligne blanche. Et non pas la franchir. De plus, ici, l'intervalle de sécurité sera respecté en cas de chevauchement. Donc, pour répondre à la question, je vais bientôt rencontrer un passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Je peux dépasser ce piéton. La bonne réponse est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne.
Question numéro 20. La vitesse maximale d'un poids lourd est de réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Donc effectivement, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum toutes les 2 heures afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. En période probatoire, j'ai perdu 3 points après une infraction. Je dois effectuer un stage après avoir reçu la lettre 48N. Dans les 4 mois? Réponse A. Dans les 3 mois? Réponse B. Je récupère 2 points par an jusqu'à la fin de mon probatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, très important pour les personnes en probatoire. Si vous perdez 3 points ou plus, alors vous serez obligé d'effectuer un stage. Alors, ce stage devra être réalisé dans les 4 mois après réception de la lettre 48N. Il faut aussi que tu saches une chose très importante. Si tu as commis une infraction durant ta période probatoire, alors tu ne pourras récupérer aucun point par an. C'est-à-dire que les 2 points ou les 3 points si tu es en conduite accompagnée que tu récupérais tous les ans, eh ben c'est fini. Tu ne les récupères plus. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 23. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, déjà la première question. Est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite. Donc, à la question « Je peux dépasser par la droite ?» la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non.
Question numéro 24. Ce véhicule transporte principalement. Réponse A, des enfants. Réponse B, des PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse C, des personnes âgées. Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D. Réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P. Réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique, donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Je roule à 80 km/h. Ma distance de freinage est de réponse A, 64 mètres. Réponse B, 24 mètres. Réponse C, 40 mètres. Réponse D, 48 mètres. Alors, si je roule à 80 km/h, ma distance de freinage est de 40 mètres. Sachez qu'il y a un calcul, je ne dis pas ça comme ça, il y a un calcul du code de la route officiel pour calculer cette distance de freinage. Alors, si vous voulez connaître cette distance de freinage, je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que tu n'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de ne pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2 000 € à peu près. C'est 37 heures
en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 euros, quoi, un peu moins. C'est 1800 euros. Donc, si t'as pas 40 euros ou 10 euros pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 euros. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 27. L'indicateur de vitesse est en panne. Je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, il est interdit de rouler avec un indicateur de vitesse en panne. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. La signalisation motorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a certes une ligne blanche. Alors, vous pouvez dépasser un usager vulnérable, que ce soit un cycliste ou même parfois même un piéton, lorsque vous avez une ligne blanche, seulement si vous chevauchez la ligne blanche. Hein. Il ne faut pas la franchir, il faut la chevaucher. Et bien sûr, ici, on est sur route, donc laissez un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, est-ce que la signalisation motorise le dépassement du cycliste? La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Le feu est vert depuis un long moment. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, dans le cas où le feu est vert depuis longtemps, ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est de ralentir. Et surtout, dans un deuxième temps, c'est de regarder sur les rétroviseurs intérieurs et extérieurs la distance qui te sépare avec les automobilistes derrière toi. Pourquoi ? Parce que en cas de freinage, on va dire inopiné ou brutal, il faut que tu saches s'il y a des voitures derrière toi et à peu près à quelle distance ils se situent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je viens tout juste d'acheter un véhicule neuf. Le prochain contrôle technique sera dans A. 2 ans, B. 4 ans. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours et c'est une question redondante dans les examens nouvelles réformes. Donc, lorsque c'est un véhicule neuf, c'est 4 ans. Après les 4 ans, bah, c'est tous les 2 ans. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Des enfants se trouvent sur le trottoir de droite. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, dans cette situation, on a donc à droite un groupe d'enfants. Et aussi, regardez bien, hein, sur le rétroviseur, on a une voiture derrière nous qui est quand même assez proche. Alors, je pense que tu sais que les usagers de la route ont des zones d'incertitude différentes. Alors, c'est quoi une zone d'incertitude ? Une zone d'incertitude, en fait, c'est la probabilité de présence d'un usager à un moment donné. Alors, tu vois par exemple, un homme adulte va avoir à peu près une probabilité de présence, on va dire, d'1 mètre autour de lui. Hein, alors, il peut par exemple se décaler un peu à gauche quand il marche, de trébucher un peu à droite, ou même reculer parce que je sais pas, il a vu un chat ou un chien. Voilà. Mais il va rester sur à peu près un cercle d'une circonférence d'1 mètre. Alors qu'un enfant, lui, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande parce que vous connaissez les enfants, un rien peut porter leur attention et donc en même pas une seconde, ils peuvent se retrouver à 2-3 mètres de vous. Donc un enfant, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celui d'un homme adulte. Un enfant, une zone d'incertitude, c'est à peu près 2 à 3 mètres. Alors que par exemple, une personne âgée, elle aura une très petite zone d'incertitude parce qu'elle aura beaucoup moins de capacité pour se déplacer. Voilà pour la zone d'incertitude. Donc effectivement, j'arrive dans une zone où il y a des enfants, usagers avec une grande zone d'incertitude, donc je ralentis. Ensuite, est-ce que je fais des appels de feu stop ? Alors, n'oubliez pas, hein, les appels de feu stop, c'est quoi ? Les appels de feu stop, c'est quand on appuie de manière répétée sur la pédale de frein, parce que quand tu appuies sur la pédale de frein, les feux stop derrière s'allument, et donc ça prévient les usagers derrière, ici par exemple, la voiture qui est derrière nous sur le rétroviseur, ça la prévient qu'il y a un danger qu'elle ne voit pas. Hein, donc les appels de feu stop, ça sert à ça. Ça sert à prévenir les gens derrière toi qui, eux, ne voient pas le danger, de leur dire « Hé, là, il y a un danger qui arrive devant vous. Je vous préviens avec les appels de feu stop. » Donc ici, c'est très très pertinent de faire des appels de feu stop. Donc les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 32. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous ? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt ? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés, en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 33. La fatigue est responsable. Réponse A, de 1/3 des accidents sur autoroute. Réponse B, de 2/3 des accidents sur autoroute. La fatigue multiplie les risques d'accident par réponse C, 3 ou 4, réponse D, 6 ou 7. Là, c'est vraiment une question, vous savez ou vous savez pas, quoi.
Ici, je vous mets effectivement le document que vous retrouverez dans la formation. Donc, la fatigue est responsable donc d'un tiers des accidents sur autoroute et multiplie les risques d'accident par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 34. Ne pas s'arrêter au signe d'arrêt d'un agent de police, c'est faire réponse A, un délit de fuite, réponse B, un refus d'obtempérer. Cette infraction constitue réponse C, un délit, réponse D, une contravention. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, qu'il soit un accident avec dommages corporels ou non, et que vous ne vous arrêtez pas pour établir un constat. Le refus d'obtempérer, quant à lui, c'est lorsque vous refusez de vous arrêter face aux sommations d'arrêt d'un agent de police. Alors, cette infraction, elle constitue un délit. Donc, délit qui est puni par 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. Une conduite agressive entraîne une surconsommation pouvant aller sur route. Réponse A jusqu'à 70%. Réponse B jusqu'à 20%. En ville, réponse C jusqu'à 30%. Réponse D jusqu'à 40%. Une conduite agressive peut entraîner une surconsommation pouvant aller jusqu'à 20% sur route et 40% en ville. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 36. Ce panneau indique A. Une bande cyclable, B. Une piste cyclable, C. Un débouché de vélo.
La bonne réponse est la réponse C, un débouché de vélo. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important, cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Pour ouvrir le capot, je dois activer, réponse A, une commande se trouvant sous le capot seulement. Réponse B, une commande se trouvant dans le véhicule seulement. Réponse C, une commande se trouvant dans le véhicule et sous le capot. Alors, comment faire pour ouvrir le capot d'un véhicule? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, tu devras activer la manette qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Et regarde bien, il y aura même une petite indication. Ensuite, une fois devant le capot, il y a une manette qui se situe en dessous sur la fente. Et voilà, vous voyez la manette, elle est juste ici. Et ici, la petite encoche du levier. Ensuite, il faut mettre la barre jaune dans la petite encoche pour pouvoir maintenir ouvert le capot en sécurité. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 38. Le véhicule jaune roule trop près du camping-car. Oui, réponse A, non, réponse B. Risque de déboîter. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a deux triangles rouges à l'arrière de la voiture jaune. Ça signifie que la voiture jaune est en train d'être remorquée. Donc, le véhicule ne roule pas trop près du camping-car et ne risque pas de déboîter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu fais
si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Pour effectuer un dépassement de nuit sur une route non éclairée, le conducteur doit allumer ses feux de route en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Alors, déjà, il doit mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qu'il y a devant. Ensuite, arrivé à niveau du véhicule, c'est là qu'il pourra mettre ses feux de route. L'autre véhicule, lui, devra mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qui le dépasse. Donc ici, pour effectuer son dépassement, la voiture doit mettre ses feux de route en B. Question numéro 40. Je peux conduire dans tous les pays de l'Union européenne avec, réponse A, mon permis probatoire, réponse B, ma déclaration de perte du permis de conduire. Alors sachez qu'il est interdit de circuler en Union européenne seulement avec votre déclaration de perte du permis de conduire. Par contre, vous pouvez rouler avec votre permis probatoire. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.